Sunday Night Production. Bienvenue à l'Iron Café, l'émission qui débat de toute l'actualité running entre passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser avec nos invités à l'industrie du running et ses potentielles déviances. Puis, en deuxième partie d'émission, nous allons débriefer du marathon et semi-marathon de Valence. Et enfin, nous allons vous révéler le top 5 des articles running les plus vendus de ce début des fêtes de fin d'année. C'est parti! Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness, pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied. Au menu de l'Iron Café d'aujourd'hui, on va parler de l'industrie du running. Et pour commencer cette émission, je vous propose de vous donner quelques chiffres. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en 1979, notre pays comptait moins de 500 coureurs réguliers recensés par la Fédération française d'athlétisme. 40 ans plus tard, on en dénombre près de 13,5 millions de Français qui courent régulièrement. Ça représente une économie de 850 millions d'euros par an. Alors, est-ce qu'au fil des années, on ne serait pas devenu une sorte de vache à lait très lucrative pour l'industrie du running? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de comprendre avec nos trois invités de ce jour. Le premier commence à être un habitué de cette émission. Il s'agit d'Emmanuel Fèvre, créateur du site internet OneArun et spécialiste en équipement et technologie du sport. Manu, comment vas-tu ? Bonjour Fred, bonjour Guillaume, bonjour Jérôme. Écoutez, je suis ravi de revenir. Ça va très bien, même si actuellement je suis les dures séances de Fred à l'entraînement. J'avoue que c'est pas facile tous les jours et j'ai un peu mal aux jambes. Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir te reposer des séances de VMA pendant cet épisode. Notre second invité côtoie et conseille depuis plus de 10 ans les coureurs à pied dans leur achat d'équipements sportifs. Il a vu l'industrie du running se transformer et il connaît à la perfection les demandes et inquiétudes des coureurs. Il s'agit de Jérôme, responsable du magasin Iron de Rennes. Jérôme, merci d'avoir accepté notre invitation en cette période de Noël et de Black Friday. Comment vas-tu ? Écoutez, bonjour à tous déjà, merci de votre invitation. Nous, ça va très très bien parce que déjà on a pu reprendre notre activité normale de commerçant. Les clients sont au rendez-vous, l'ambiance est au beau fixe, donc j'espère que le mois de décembre va se passer dans la joie et la bonne humeur et avec un maximum de clients en magasin. On te souhaite un bon retour aux affaires et on est très content de pouvoir s'équiper à nouveau en équipement sportif. Notre dernier invité est aussi un habitué de cette émission. Il s'agit de Frédéric Bellouz, entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme. Fred, merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent à cette invitation. Comment ça va ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jérôme, salut Manu et bonjour à toi Guillaume. Écoute, ça va très 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 bien et puis là on va aborder un sujet comme j'allais dire comme toujours qui m'intéresse particulièrement. En plus avec deux spécialistes, donc ils vont aussi éclairer ma petite lanterne à moi, donc ça va être très instructif, je vais être très attentif. Eh bien parfait, les présentations étant faites, je vous propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Je le disais en introduction, le marché de la course à pied, ça représente aujourd'hui 850 millions d'euros. Alors pour vous donner un exemple, c'est 2 fois plus que le marché du foot en France, qui est pourtant le sport de prédilection. Alors même si dans l'inconscient collectif, la course à pied, c'est une activité gratuite et donc elle semble pour beaucoup peu coûteuse, pourtant, et ça à mon avis les coureurs le savent très bien, c'est pas tout à fait vrai dans le réel. Parce que si on s'intéresse au panier moyen du coureur et de la coureuse, eh bien aujourd'hui, ça s'élève à 524 € qu'on dépense en moyenne chaque année pour s'équiper. Il y a 4 familles de dépenses. 35% de notre budget est dédié à l'achat des chaussures. 26%, c'est le deuxième poste de dépense quand même, sont dédiés à nos inscriptions aux compétitions. 21%, c'est dans le textile. 19% dans les accessoires. Jérôme, toi qui travailles dans l'équipement running depuis plus de 10 ans, est-ce que tu as vu des évolutions notables en matière de consommation d'équipements running, mais aussi en matière d'attente des coureurs et des coureuses ? Ah oui, effectivement, l'évolution est assez nette en fait et c'est même accéléré ces dernières années. Il y a encore quelques temps, en fait, il y avait vraiment, c'est un peu caricatural, mais 2 types de coureurs en fait. On avait d'un côté le coureur sur route et de l'autre le coureur de trail. C'était le début du trail il y a une petite dizaine d'années. Et on constate maintenant, et ça s'accélère, que le coureur de route se met également à faire de la course nature ou du trail. Le coureur de trail se met aussi de temps en temps pour prendre un peu de vitesse à faire des 10 km ou des semi-marathons. Et donc tout ça fait que les besoins aussi de nos consommateurs évoluent.
ça conduit aussi à ce que les clients soient de plus en plus exigeants avec leur pratique, parce que la course à pied prend une partie intégrante dans leur vie. En fait, ça devient quelque chose de très important. Au même titre qu'un rendez-vous professionnel, la séance de course à pied, elle est calée dans l'agenda. Et le coureur est de plus en plus friand de produits techniques. Je pense que ça y est, c'est rentré dans l'imaginaire, dans le commun, qu'un produit technique, en fait, notamment avec des fibres polyester, vont offrir beaucoup plus de confort à l'utilisation. Donc là, on parle de la partie vêtements, hein. Il y a même des membranes imperméables, déperlantes, sans vouloir rentrer trop dans le détail. Mais aujourd'hui, en fait, les marques peuvent répondre aux attentes des consommateurs avec des produits adaptés et à leur pratique et à leur morphologie, hein. Et tout ça se fait également via le développement des réseaux sociaux, en fait, hein. Via Instagram, aujourd'hui, les marques communiquent sur tout un tas de nouveautés technologiques. Et le client est réceptif à ça, oui. Ouais, ce que tu dis est très juste et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus envie d'être dans une sorte de monotonie des entraînements, des compétitions. C'est vrai que pendant très longtemps il y a beaucoup de coureurs qui avaient l'habitude de courir toujours aux mêmes courses, à la même période. Et aujourd'hui voilà, on a envie d'avoir un petit peu de renouveau. Moi-même je me surprends à aller sur trail alors qu'il y a encore quelques années j'aurais pas forcément envisagé de participer à des courses en nature. Et donc forcément nos besoins d'équipement ils évoluent. Et en plus on est encore plus exigeant sur notre matériel. Quand j'ai commencé à courir, j'acceptais, ça me paraît complètement irréel maintenant, mais j'acceptais de courir avec des t-shirts en coton, voire même avec des shorts de foot, des chaussettes aussi en coton. Un peu l'image, vous savez, de Rambo quand il va courir avec son sweat. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, des coureurs qui ne sont pas forcément des coureurs habituels, qui ont repris leurs vêtements de tous les jours. Et aujourd'hui, c'est inconcevable. Jamais je vais utiliser une chaussette qui n'est pas spécifiquement faite pour la course à pied. Donc c'est vrai qu'on a une pratique qui se diversifie. Donc on a un besoin accru en équipement et on est aussi de plus en plus exigeant sur notre matériel. On veut des choses techniques et on veut des choses spécialisées. Ah oui, tout à fait. Alors, ce que tu dis, Guillaume, on peut toujours, hein, faut quand même remettre dans le contexte, on peut toujours courir avec une chaussette en coton, on peut toujours courir avec un t-shirt en coton, mais je pense que ça, le consommateur perçoit bien quand même la différence technique entre les deux, entre les produits dits non techniques et les produits techniques. Ça c'est sûr, quand on s'est habitué à courir avec des produits techniques, c'est quand même compliqué après de revenir au bon vieux t-shirt en coton de la vie de tous les jours. Et après, tu le disais à l'instant, c'est vrai que les marques, elles utilisent de plus en plus les réseaux sociaux, et notamment Instagram, avec des influenceurs et des athlètes pour nous pousser un peu les dernières nouveautés produits. Et forcément, est-ce qu'il n'y a pas une part de conditionnement dans tout ça, ce qui fait que ça nous crée des besoins et du coup notre budget il augmente et c'est comme ça qu'ils arrivent aussi à le faire augmenter. Fred, est-ce que toi tu notes aussi un changement des habitudes d'entraînement, des habitudes de compétition, de préparation de tes athlètes? Est-ce que le coureur finalement d'aujourd'hui il a quelque chose à voir avec le coureur d'il y a 15 ans? Et si oui, qu'est-ce qui a changé? Alors clairement, hein, on a vu une évolution assez large, assez profonde, hein. Comme toi, j'ai commencé à courir moi il y a longtemps, donc j'ai commencé. En gros, tu avais une paire de baskets pour courir, quel que soit le type de séance, et une paire de pointes qui te servait à la fois pour les crosses et la piste. Et après, c'était t-shirt coton et chaussettes coton. Et on a vu les choses évoluer au fil des années, et même vraiment presque. En caricaturant à peine, hein, finalement, chaque séance a son type de matériel et à son équipement spécifique. Tu vois, on voit des choses, hein, je m'échauffe avec une paire de running, je change ma paire de running pour faire la séance et suivant le type de séance, ça sera pas forcément la même que je mets. Idem pour le t-shirt. J'ai un t-shirt d'échauffement, j'ai un t-shirt pour la séance, j'en ai un autre pour la récup. Les athlètes portent beaucoup d'attention au matériel qu'ils portent. Et je connais même quelqu'un très bien, mais je citerai pas son nom, hein, par égard pour lui, qui dans ses chaussures, une fois qu'il a couru avec, remet, tu sais, les petites sortes de rembourrage qu'il y a à l'intérieur des chaussures pour qu'elles gardent la forme et tout. Il y a une attention au-delà du côté un peu qui peut nous faire sourire dessus, il y a une attention réelle et particulière qui est portée au matériel. Et qu'on n'avait pas du tout avant. Très concrètement, on était peut-être un peu moins regardant, voilà, tout simplement.
C'est clair que ça, c'est notable, hein. En l'espace de 15 ans, la place de l'équipement, elle est beaucoup plus centrale chez les athlètes. Et il faut dire qu'on aime ça. Enfin, moi, à titre personnel, c'est vrai que j'aime bien avoir du beau matériel, j'aime bien en prendre soin, j'aime bien avoir les chaussures spécifiques en fonction du type de séance que je vais réaliser, parce que ça m'apporte aussi un gain motivationnel. Après, c'est clair qu'il peut avoir une logique de surconsommation, et donc il faut être vigilant par rapport à ça. Il faut aussi savoir se limiter et pas être déraisonnable avec sa passion, parce que c'est le risque, hein. Comme on est passionné, on a envie d'alimenter cette passion. Donc voilà, il faut rester raisonnable, je pense que c'est important. Et en ce qui concerne, Fred, la préparation, peut-être plus sur les envies des coureurs, est-ce que toi aussi tu as remarqué que voilà, maintenant on voulait être beaucoup plus polyvalent qu'avant? Clairement, ça aussi, c'est une évolution par rapport aux gens qui pratiquent la course. Maintenant, souvent, les gens, lorsqu'ils sont arrivés à faire une distance, par exemple, mon objectif, c'est de faire un 5K. Une fois qu'ils ont fait leur 5 km, ils disent, j'ai fait un 5 km, je peux faire un 10. Ils ont fait un 10, ils disent, je peux faire un semi, et ainsi de suite. Alors qu'il y a encore 15 ans, 20 ans, tu faisais un 5 ou un 10, et tu t'entraînais entre guillemets jusqu'à presque à obtenir un résultat optimal sur ce type de distance. Et après tu disais maintenant en gros que j'ai exploité toutes mes capacités sur cette distance-là, je vais me consacrer à une autre distance, je vais passer au semi, voire je vais passer au marathon. Alors que là effectivement on est plus dans des coureurs qui sont plus complets en même temps, parce que je pense que c'est une forme, c'est une vraie force, c'est-à-dire de se dire je peux faire du 10 mais en même temps je peux faire du semi ou du marathon et même de l'ultra trail, c'est-à-dire une diversité on va dire de pratiques de course qui est réelle. Ça c'est clair et net. Bon, toutes ces explications, ça peut en partie expliquer pourquoi aujourd'hui on dépense en moyenne 525 € de budget par an à notre passion pour la course à pied. C'est un budget qui n'a cessé d'augmenter au fil des ans. Ça a l'air de se stabiliser. Donc on va voir si avec l'arrivée notamment des plaques carbone, avec des chaussures qui sont quand même beaucoup plus onéreuses, si ça va augmenter. Mais ils sont quand même malins, ces équipementiers. Ils arrivent toujours à trouver la petite innovation qui va bien pour nous faire dépenser un petit peu plus chaque année. Jérôme, en dehors de cette question du budget qui explose chaque année, il y a un sujet qui revient souvent au sein des communautés des coureurs à pied, c'est la durabilité de nos chaussures. Et c'est vrai que moi-même, j'en ai fait l'expérience, en tout cas j'ai cette impression-là, c'est que je renouvelle beaucoup plus souvent par rapport à il y a 3-4 ans mes chaussures. Et ça pose des questions, évidemment en termes de budget, mais aussi en termes de développement durable et d'achat responsable. Est-ce que toi, tu constates que les coureurs ont cette impression-là? Est-ce qu'en magasin, il y a des gens qui se plaignent de la durabilité des chaussures? Pour être complètement transparent, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'un client ne revienne en étant un peu mécontent. Alors, pas du conseil forcément, mais peut-être de la durée de vie du produit. Avant, on parlait d'une durée de vie à peu près de 1000 km sur une paire de chaussures, même si tout ça c'est relatif, parce qu'il y a tout un tas de paramètres dont on parlera peut-être après sur le choix de la chaussure, mais de façon globale, on était sur à peu près 1000 km. Maintenant, quand on a fait 600 ou 700 km avec une chaussure, voilà, elle montre clairement des signes d'usure. En tout cas, le système d'amorti fait plus son boulot. Donc les marques, elles les assument en fait, mais je pense que ça vient aussi du fait du niveau d'exigence en fait, ou des recherches des consommateurs qui évoluent. Aujourd'hui, le consommateur veut un produit qui va être de plus en plus léger, mais avec de plus en plus d'amorti. Et ça, grâce aux nouvelles technologies, des développements de mousses nouvelles, on y arrive. Mais la contrepartie fait que le produit est moins durable. On rencontre aussi beaucoup de problèmes de déchirure des mèches. Le mèche, c'est ce qui est qui entoure le pied en fait. Mais il y a encore quelques temps, toutes les marques fabriquaient leurs chaussures avec des vraies coutures. Aujourd'hui, tout ça, c'est disparu au profit de thermocollage. Donc, pour éviter tout ce qui est frottement, pour amener plus de confort. Mais il faut savoir que ça, malheureusement, ça induit une durée de vie moins importante du produit. Je pense qu'on a atteint un point où on aura du mal à aller au-delà. Parce qu'il faut qu'on redonne aussi un peu plus de sécurité au produit. C'est très intéressant ce que tu dis, et c'est vrai que quand on compare une chaussure d'il y a 5 ans avec une chaussure de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Alors évidemment, le design, la mode a changé, mais même au niveau des matériaux, au niveau de la mousse, au niveau de l'amorti, de la technologie embarquée, ça a énormément évolué. Après, il y a un vrai sujet en termes de la durabilité, mais surtout en termes du recyclage des chaussures, parce que tout ça, ça implique un impact écologique, et quand on voit que certains équipementiers sur des chaussures axées vraiment très performance
Distance annonce une durabilité de 250 km. Là, ça pose des questions environnementales. Parce qu'aujourd'hui, quand ta chaussure elle est usée, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu dois l'acheter à la poubelle? On voit qu'on trie de plus en plus nos déchets, que ce soit le verre, que ce soit le carton, que ce soit le plastique, les chaussures. On ne sait pas vraiment encore ce qu'on doit en faire. Et là, il y a un vrai sujet autour de ça. Évidemment, les équipementiers ont déjà commencé à s'adapter. Elles ont déjà mis en place des systèmes de collecte et de recyclage des chaussures. Mais c'est quelque chose qui très probablement va s'accentuer dans les prochaines années parce qu'il y a de grandes chances que ce soit au cœur des préoccupations des consommateurs dans un futur proche. Emmanuel, je sais que toi, tu as enquêté sur toutes ces questions liées à la durabilité des chaussures. Alors, est-ce que oui ou non, nos chaussures sont moins durables qu'avant? Alors oui, moi je pense que je rejoins un peu Jérôme là-dessus et véritablement oui. Mais je pense que les torts sont partagés parce que les gammes de running sont quand même assez complètes. Je pense qu'on peut avoir des modèles qui sont plus résistants. Peut-être Jérôme pourra nous donner un peu plus de détails là-dessus, mais il y a des modèles qui sont clairement plus résistants. Alors effectivement, je pense que la légèreté, elle est vraiment au cœur des demandes des consommateurs et c'est finalement cette demande de légèreté qui va coûter un petit peu sur la durabilité. J'ai fait une petite expérience en préparant l'émission. J'ai retrouvé une vieille paire de running. Pour être transparent, c'est une Adidas Riot. Ça a été un des tout premiers Très bon modèles de modèle. trail. Voilà. Très, très bon modèle à l'époque, hein, puisqu'ils en ont fait 5 versions et puis il y a eu une 6e qui n'a pas marché aussi bien. Mais c'était vraiment à l'époque un très bon modèle. Donc c'était la toute première version. Donc pour être précis, Supernova Riot. Et je l'ai pesée, elle était à plus de 400 grammes. Alors effectivement, plus de 10 ans après, l'amorti est plus trop ce qu'il est, et puis j'avoue que j'ai dû mettre quand même quelques kilomètres dessus, et elle est encore là. C'est-à-dire, j'ai pas de couture explosée, elle est encore vivante. Et j'ai pesé, donc, ce que j'appellerais l'équivalent maintenant, c'est une Terex Agravic, toujours de chez Adidas. Donc, dans la même taille, hein, bien sûr, hein, j'ai pas pris un 46 et un 40, elle est à 320 grammes. Donc, effectivement, vous vous rendez compte, le passage de plus de 400 grammes à 320 grammes, on perd quand même 20% de poids du produit. C'est colossal, quoi. Mais effectivement, il y a un vrai gain pour le coureur. Hein. Essayez de mettre un poids de 100 grammes sur chacun de vos pieds quand vous courez, vous verrez la différence. Hein. Et alors, il y a un autre parallèle que je voudrais faire quand même. On dit, ah oui, 800, 1000 km, c'est pas beaucoup. Et ben moi, ce que j'invite les gens à faire une expérience, c'est-à-dire de prendre une chaussure de ville et à chaque fois que vous marchez avec, vous comptez le nombre de kilomètres. Et je vous invite à voir l'état de votre chaussure de ville, qu'elle soit en cuir ou toute autre matière, avec 1000 km. Vous allez voir, vous serez surpris. Et je pense que, mine de rien, c'est quand même des très bons produits. Et juste, excuse-moi Guillaume, si je peux compléter un petit peu les propos de Manu aussi sur l'obsolescence ou en tout cas l'usure prématurée des chaussures. Et c'est ce que disait Fred aussi tout à l'heure. On constate que les runners aujourd'hui passent aussi bien de la route au chemin à la pierre. Et il faut juste savoir que chaque chaussure a ses spécificités. Et aujourd'hui, si un coureur qui est plutôt habitué à faire de la piste a une chaussure un peu légère et dynamique, et qui pour X raison un jour va faire une sortie nature avec un copain à lui et qui va un peu sur les pierres, techniquement la chaussure n'est pas faite pour. Donc l'usure va être accélérée vitesse grand V, quoi. Déjà au minimum il faut, alors c'est toujours un peu compliqué, hein, je dis pas qu'il faut acheter 4-5 paires de chaussures, mais il faut juste accepter quand on utilise sa paire de chaussures dans un usage qui n'est pas le sien au départ, et ben que voilà, elle va s'abîmer plus vite. Et sur ce sujet-là, on a l'impression que le phénomène est relativement récent. Moi, j'ai l'impression, alors pas en tant qu'expert marketing, mais vraiment expert coureur, qu'en fait, il est nouveau dans l'offre, dans la quantité de l'offre sur les produits, notamment les chaussures, qui sont légères et qui du coup peuvent se détériorer plus rapidement. Mais je me rappelle qu'il y a une bonne quinzaine d'années,
je pourrais pas le dater exactement, mais peut-être Jérôme va savoir de quelle chaussure je parle. Je me rappelle plus son nom exact. Je vais citer la marque parce que c'était une Nike et il me semble que c'était la Fly. En tout cas, c'était la Nike Abeille et c'était une chaussure qui était programmée pour pas faire plus de 100 km. Il y avait même sur le côté de la chaussure était programmé un endroit où on devait écrire chaque sortie qu'on faisait pour pas dépasser les 100 km. Et c'était une chaussure ultra légère. Je crois qu'elle était même pas à 150 grammes. À l'époque, ça avait fait un peu révolution. Oui, c'était vers 2005 à peu près. Mais le phénomène n'est pas si nouveau que ça. Il est nouveau dans je pense, l'ampleur de l'offre sur ce type de produit maintenant. Mais comme le disait aussi très justement Manu, l'offre sur des chaussures on va dire qui permettent d'aller jusqu'aux 1000-1500 km existe toujours aussi parallèlement. La chaussure avec une durabilité de 100 km, c'est quand même un concept particulier. Ils ont osé. Messieurs, j'aimerais parler avec vous maintenant d'un sujet un peu plus sensible et qui concerne plus cette fois la partie électronique de nos équipements de course à pied. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'obsolescence programmée. Alors, l'obsolescence programmée, c'est, selon la loi française, l'ensemble des techniques par lesquelles une entreprise vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Alors, il faut savoir que l'obsolescence programmée, c'est un délit et c'est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, donc c'est quand même quelque chose d'assez grave dans le droit français. C'est plutôt un phénomène qui est rare, néanmoins on peut citer des affaires emblématiques comme l'affaire des imprimantes Epson Stylus C45. Alors ça c'est quand même un peu particulier, tenez-vous bien. Ces imprimantes étaient équipées d'un logiciel qui permettait à l'imprimante de tomber en panne dès qu'elle avait atteint les 2500 impressions. Donc voilà, dès que vous aviez fait 2500 impressions, le logiciel sabotait l'imprimante pour que ça tombe en panne. Plus récemment, et là c'est tout aussi inquiétant, Apple a passé un accord de 25 millions d'euros avec le parquet de Paris dans le cadre d'une enquête sur des suppositions de performance réduite sur les iPhone 6, SE et iPhone 7 à la suite d'installations de mise à jour. Alors là c'était un petit peu plus particulier. Il y avait des utilisateurs qui avaient remarqué que une fois qu'ils installaient la mise à jour sur un ancien téléphone iPhone, eh bien le téléphone il devenait beaucoup plus lent et donc ça incitait, on devenait fou un petit peu et donc on avait envie de changer le téléphone. Alors ils ont passé un accord, on n'a pas pu vraiment le prouver que c'était une méthode d'obsolescence programmée. Mais bon, c'est quand même assez sensible. Du coup, Emmanuel, la question qu'on peut se poser, parce qu'il y a beaucoup dans les forums et dans les forums de coureurs, on peut voir des personnes qui se plaignent que les montres GPS notamment avaient de plus en plus de mal à capter le signal GPS au bout de 1-2 ans. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus désagréable pour un coureur qu'être en bas de chez lui à attendre dans le froid pendant 25 minutes que sa montre capte le signal GPS. Alors, est-ce qu'il y a des cas d'obsolescence programmée dans le running ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est quoi ton avis sur ça ? Alors, je pense que sur la partie chaussures et textiles, c'est vrai que je comprends que les gens puissent se poser la question, mais ça va être extrêmement difficile à prouver. Comment prouver que la matière a été changée volontairement, non pas pour gagner en légèreté, mais pour qu'elle s'use plus vite ? Ça me paraît difficile à prouver, alors que c'est vrai que tu faisais le parallèle avec Epson et Apple. Là, clairement, il y a du logiciel derrière, et puis on peut voir dans le logiciel que il y a une réelle volonté de nuire ou pas. Donc pour moi, effectivement, sur la partie montre GPS, on pourrait effectivement se poser la question. Alors, j'utilise des montres depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. J'en ai testé un certain nombre de modèles. Personnellement, j'ai jamais eu de problème. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je dis que, comme tout matériel technologique, il faut un minimum d'entretien. Alors, ce que j'appelle par entretien, c'est déjà il y a des mises à jour qui sont régulières. On n'est plus à une époque où moi, le premier Polar que j'ai acheté en 2001 ou 2002, il venait avec le logiciel qui était sur la carte de la montre et puis on ne changeait pas. Donc là maintenant, la grande majorité des montres, donc Suunto, Garmin, Polar, permettent de faire une mise à jour que vous allez télécharger sur Internet. Et vous allez ainsi pouvoir mettre à jour le logiciel à l'intérieur de la montre. Donc ça, c'est une première chose. Il faut régulièrement faire les mises à jour.
j'ai fait aussi une petite expérience, c'est-à-dire que là, j'ai ressorti une vieille montre GPS. C'est une Suunto Ambit 2. Elle doit avoir de mémoire 7 ou 8 ans. Je l'ai chargée hier, elle s'est chargée à 100%. J'ai été courir tout à l'heure avec 2 montres et j'avais mon allure qui était correcte. Enfin, j'ai pas eu de problème. Elle a capté le GPS aussi rapidement qu'une montre récente. Et tout ça parce que la veille, j'avais bien fait attention de bien faire ma mise à jour, donc je l'avais mis en dernière version. Et en plus, quand on parle de GPS, c'est important, la plupart des montres ont un système de mise à jour régulière où elles vont avoir des données, on va dire des données par rapport à la position des GPS qui les aident à trouver les GPS. Donc le fait de connecter votre montre régulièrement à votre ordinateur ou à votre smartphone va permettre de télécharger des informations qui vont permettre d'accélérer la captation des GPS. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est il faut faire très attention aux données externes, c'est-à-dire quand vous êtes en ville, en fonction de la météo, effectivement, ça peut avoir un impact sur la capacité de votre montre à capter plus ou moins vite les GPS. Alors, pour faire très, très schématique, comment fonctionne un GPS ? En gros, il y a une constellation de satellites qui est en géostationnaire autour de la Terre. Et en fait, votre petite montre, dont certaines font moins de 40 grammes, elle va récupérer des infos des satellites. Et à partir de ça, elle va faire des calculs pour connaître votre position. Et en fait, votre allure va être calculée en fonction des différentes positions. Donc, il y a des paramètres comme par exemple les immeubles en ville. Donc effectivement, en ville, vraiment, c'est compliqué pour la montre, même avec des algorithmes assez modernes, d'être extrêmement précis. Et effectivement, quand vous avez 2 immeubles de 5 étages de chaque côté de votre rue, et que vous êtes vous en bas, au milieu, eh ben c'est plus difficile de trouver les 3 satellites GPS qu'il vous faut pour calculer votre point de présence. Donc voilà, les immeubles, la météo aussi, ça peut influer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, alors j'ai souvent vu le cas, quand vous êtes en déplacement, c'est-à-dire j'habite à Paris et puis je fais un déplacement à Poitiers, et ben votre montre, il va falloir, elle prend en compte votre dernier entraînement. Donc forcément, quand elle va se retrouver à Poitiers, elle va être un petit peu entre guillemets déboussolée et donc elle va mettre un peu plus de temps à capter les GPS. D'accord, donc si on rencontre des difficultés pour capter notre signal GPS, ça peut aussi être lié évidemment à la météo, parce que plus le temps va être couvert, moins on va bien capter les signaux GPS, et aussi au fait qu'on soit en milieu urbain, avec des immeubles à côté, ça peut évidemment jouer. Toi, tu as enquêté sur l'obsolescence programmée dans le milieu du running. Est-ce que tu as trouvé des cas ? Est-ce que, même que ce soit aux États-Unis, que ce soit sur les chaussures, le textile, la technologie, est-ce qu'il y a des cas d'obsolescence programmée ? Est-ce que tu en as trouvé ? J'ai pas l'impression. Il y a effectivement, tu as cité les 2 grands cas, mais dans le running, pour l'instant, il n'y a aucune class action aux États-Unis. Enfin, j'ai rien vu de constaté sur ce sujet, quoi. Bon, voilà qui est rassurant. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, avec les enjeux autour du développement durable, ce serait catastrophique en termes d'image, une entreprise qui s'amuserait à faire de l'obsolescence programmée. Donc, en termes de bénéfice-risque, là, ça pose des questions. Donc, on va rester optimiste. Dis-moi, Jérôme, est-ce que tu peux nous donner des conseils, toi qui connais bien l'industrie des équipements sportifs, quels conseils tu peux nous donner si on souhaite augmenter la durabilité de notre équipement, et je pense notamment aux chaussures qui coûtent de plus en plus cher. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? C'est quoi tes conseils ? Oui, effectivement, le produit est de plus en plus cher, et si on veut optimiser la durée de vie, l'idéal c'est d'avoir quelques bons réflexes en fait à l'issue de sa séance. Fred parlait tout à l'heure du petit papier pour redonner sa forme à la chaussure. C'est intéressant, mais bon, c'est vrai que souvent quand on pratique son activité, on a tendance des fois à transpirer un petit peu. On peut aussi le faire dans des conditions un peu humides. L'idéal, quand on arrive de sa séance, si la chaussure elle est un peu humide, soit par la pluie ou la transpiration, d'enlever la semelle de propreté de la chaussure, et de pourquoi pas mettre un petit peu de papier journal dedans. Ça va permettre d'accélérer le séchage de la chaussure.
et faire que voilà, ça altère moins le produit. J'aurais tendance à dire aussi, l'idéal, c'est d'essayer d'être vigilant à ce que la chaussure, enfin une seule et même chaussure, ne sorte pas tous les jours. Un système d'amorti met entre 24 et 36 heures pour se reformer après une sortie. Donc quelqu'un qui courrait tous les jours, je l'inciterais, alors c'est toujours un peu compliqué, mais je l'inciterais quand même à avoir 2 paires de chaussures et de mettre en place une rotation dans l'utilisation, ce qui va permettre d'optimiser le nombre de kilomètres, hein, et potentiellement d'augmenter la durée de vie de la chaussure. Donc c'est 2 petits conseils, surtout sur le premier en fait, hein, si la chaussure a un petit peu de terre aussi, parce qu'on est plutôt pratiquant de trail, l'idéal, puisque la chaussure est mouillée et pleine de terre, quand on arrive à l'eau claire avec un petit peu de brosse, on enlève la terre, on évite que la terre sèche dans la chaussure, parce que si la terre sèche dans la chaussure, elle va aussi abîmer le mèche, hein, et c'est là où souvent le tissu de la chaussure peut se déchirer. Donc enlever la terre, essayer de les mettre à sécher, mais de façon naturelle, avec du papier journal, éviter de les mettre bien sûr à sécher au coin du feu ou sur le radiateur, parce que là le système d'amorti ne va pas du tout aimer. Et puis voilà, aussi essayer d'alterner dans l'utilisation de ces paires pour éviter de sursolliciter le système. C'est intéressant parce qu'en plus, moi, je donnais le conseil inverse de Jérôme, donc du coup, je vais un peu rectifier. Souvent, quand on est en période de cross, hein, alors, moi, je n'entraîne pas de trailer, mais en période de cross, on a toujours les chaussures pleines de boue. Et moi, je donnais le conseil inverse. Attendez que la boue soit sèche parce que ça va partir plus facilement un coup de brosse et ça part en poussière. Alors que là, vous allez étendre la boue sur toute la chaussure. Donc, je veillerai à plus donner ce conseil et à suivre ce que tu dis, Jérôme, parce que c'est très intéressant du coup. Oui, c'est ça, parce que voilà, la différence de volume entre mouillé et séché de la terre fait que ça tiraille un peu les mèches, quoi. Et du coup, tu nous recommandes de laver les chaussures après chaque sortie? Si elle est pleine de terre, oui. Si elle est pleine de terre, pour moi, oui. Alors je sais que je suis pas un bon élève. Je suis pas un bon élève parce que j'ai plutôt tendance, une fois que j'arrive de ma séance, je ne défais même pas mes lacets, je les enlève comme ça à l'arrache. Et je les reprends le lendemain ou 2 jours après en l'état, ce qu'il faut surtout pas faire. Merci beaucoup pour ces conseils. On en apprend tous les jours, c'est intéressant. Et du coup, je vais te poser la même question sur le textile parce que j'ai remarqué quelque chose. J'ai récupéré des collants, des t-shirts qui datent des années 90. C'est mon père qui me les a donnés. Et j'ai remarqué que comme les logos étaient brodés et que les coutures étaient vraiment très résistantes, c'est des collants qui tenaient malgré les années, quoi. C'est une dizaine d'années, ça tient toujours. Assez impressionnant. Aujourd'hui, sur le textile, c'est un peu différent parce qu'on n'a plus des logos brodés, mais c'est des logos qui sont réfléchissants et qui sont collés. Et le problème, c'est qu'au bout de 30-40 lavages, ces logos ont tendance alors soit à se décoller, ce qui est très désagréable, soit à se dissoudre un petit peu sous l'effet des lavages. Alors c'est vrai que c'est pratique parce que ces logos réfléchissants, ça nous permet d'être beaucoup plus visibles des automobilistes et la sécurité c'est essentiel et c'est vrai surtout en hiver que c'est un vrai plus, mais voilà, le problème c'est que ça se décolle et c'est pas agréable d'avoir du textile qui s'abîme comme ça. Est-ce qu'il y a des conseils aussi qu'on peut mettre en place pour éviter cette usure? Pareil au même titre que sur les chaussures, donc là le textile, alors s'il n'est pas trop sale, un lavage à la main. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une vie où on est aussi à la recherche de gains de temps maximum, donc on les passe souvent à la machine. Ce qu'il faut éviter, c'est de trop chauffer le textile. Une température à 30 semble être adaptée. Alors de temps en temps à 40 ou 50, parce que notamment sur les hauts de corps, parce que les matières techniques font que des fois, si on ne chauffe pas trop, les bactéries restent et ça a tendance à sentir un petit peu. Donc de temps en temps, un lavage un peu plus à chaud, mais dans l'idéal à 30, et bien évidemment pas de sèche-linge. Alors que des fois, on a tendance, on sort de la machine, hop, en direct au sèche-linge, et là, par contre, le textile, il n'aime pas du tout. Et la lessive? La lessive, une lessive classique, sans assouplissant. Sans assouplissant, il faut éviter les assouplissants, et notamment sur tout ce qui est produit avec membrane coupe-vent ou membrane résistante à la pluie, imperméable. Les assouplissants vont altérer les membranes. Merci infiniment Jérôme pour ces précieux conseils. C'est vrai que j'avais vu il y a quelques années, il y a une marque de lessive qui avait sorti une gamme spéciale pour les tenues de sport. J'avais trouvé ça un petit peu farfelu, hein. Je m'étais dit mais qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé? Mais comme j'en ai vraiment marre d'avoir les logos qui s'effacent ou qui se décollent, je pense que je vais peut-être essayer cette lessive. Messieurs, j'aimerais qu'on parle maintenant d'un sujet qui énerve énormément de coureurs. Attention, un sujet polémique, je préfère vous prévenir. Il s'agit des inscriptions aux courses et aux compétitions. Alors, il y a quelques années,
années, on parlait d'une règle, la règle des 1 euro par kilomètre. On estimait que le prix d'un dossard était en fonction de sa distance, donc 10 euros pour un 10 km, 21 euros pour un semi. Bref, vous avez compris la règle. Mais aujourd'hui, ça semble complètement dépassé parce on voit des tarifs, des inscriptions aux courses qui explosent. Alors, pour vous donner un exemple, en 2004, courir le marathon de Paris ne coûtait qu'entre 42 et 62 euros. Alors qu'aujourd'hui, il faut dépenser en moyenne 100 euros pour y participer. C'est entre 80 et 115 euros en fonction de la date à laquelle on s'inscrit. Alors, Fred, est-ce que cette tendance va s'arrêter, va s'inverser même peut-être? Est-ce que ces prix des dossards qui explosent, est-ce que c'est justifié ou est-ce qu'on n'essaierait quand même pas de nous tirer le plus possible d'argent? Alors, est-ce qu'on nous prend pour des pigeons ou des vaches à lait? Franchement, je sais pas, parce que ça serait partir déjà de l'idée que les organisateurs visés aient cette idée-là en tête. Et je me permettrai pas, d'avoir cet a priori les concernant. Il faut voir quand même que l'augmentation des prix, en fait, elle est la conséquence de deux éléments qui se sont venus s'ajouter. Le premier élément, je vais partir sur la question obligation de la part des organisateurs qui ont de plus en plus de règles à respecter, et ça s'est encore accru lorsqu'on a eu les périodes d'attentats, les vagues d'attentats en France. À mon avis, les courses qui vont être organisées à la suite de l'année pandémique qu'on vient de vivre vont avoir aussi tout un tas de nouvelles réglementations avec énormément de choses à respecter qui vont, entre guillemets, alourdir la facture. Il faut être clair là-dessus, parce que par exemple pour les attentats, il fallait qu'il y ait plus de personnel de sécurité qui soit présent, qui assure la sécurité des villages tout au long des parcours, tout un tas de choses. Là, sur les règles sanitaires, on voit qu'il va y avoir aussi un impact. Donc, il y a tout ce côté un peu, je vais dire, obligataire qui fait que ça alourdit la facture. Et l'autre élément, je dirais, c'est un peu la faute des coureurs eux-mêmes qui ont énormément d'exigences et plus qu'avant. Moi, j'ai commencé la course à pied. J'avais le t-shirt en coton des 10 km de mon quartier, de ma ville, avec sur le t-shirt tous les sponsors. Alors la boulangerie Intel, la carrosserie machin, et ça, c'était mon t-shirt de course. Et il était en coton évidemment. Alors j'étais très fier de le porter à l'époque, mais je pense que maintenant on ferait un t-shirt comme ça pour tout le monde. Les participants ne seraient vraiment pas contents. Et d'ailleurs, on voit sur les réseaux que souvent les t-shirts de course font l'objet d'un certain nombre de polémiques. Mais il est comme ci, il est comme ça, il aurait pu être comme ci, comme là. Donc il y a des exigences fortes. Du coup, il doit y avoir des efforts faits en marketing, en iconographie, tout ce qui est tout ce qui est de ce domaine-là. Et puis de la même manière sur les ravitaux, moi quand je courais, je veux pas faire l'ancien, mais c'était juste des petits gobelets en verre. On voit que les ravitaux ont énormément changé. Il y a les ravitaux d'après-course. Moi, je n'ai pas connu ça quand j'ai commencé, sauf sur les très très grands événements. Maintenant, la moindre course, au risque de se faire bâcher sur tous les réseaux, doit avoir les ravitaux qui sont nickel tout au long de la course, le ravito de fin de course qui est aussi à la hauteur des attentes des coureurs, et on va dire tout ce qui est les services annexes et périphériques à la course. Donc on voit bien que la conjonction de ces deux éléments, les obligations qui sont données aux organisateurs et les attentes des coureurs, font que la note elle augmente un peu, et de manière assez sensible. Après, il n'empêche pas effectivement qu'on peut être surpris par le tarif de certaines courses, parce que comme tu le dis, souvent on l'évalue quand même à la distance parcourue. La SNCF fonctionnait aussi comme ça à une époque, je me rappelle. On avait une idée un peu approximative du prix de notre trajet en fonction du nombre de kilomètres qu'on faisait. Et maintenant que vous voyagez en TER ou en TGV, le tarif sera pas la même. Ça va être un peu la même pour les courses. Et sachant que d'une ville à l'autre, effectivement, ça peut changer parce que les services sont effectivement pas les mêmes.
Bon, c'est pas très rassurant. Ce que tu nous dis, Fred, c'est que si j'ai bien compris, on risque de voir encore les prix des dossards augmenter avec les normes et les règles sanitaires Covid. Et le marathon de Paris, c'est pas le plus cher, hein, parce que l'UTMB, je crois que c'est pas donné dans le milieu du trail et l'ultra trail. C'est combien un dossard pour l'UTMB? Oh, on doit pas être loin des 200 € maintenant. Alors, faut savoir que l'UTMB, il y a des énormes coûts logistiques. Si vous me demandez à moi, est-ce que je veux être organisateur du marathon de Paris ou de l'UTMB, je peux vous assurer que je dis marathon de Paris tout de suite. Parce qu'il faut savoir que l'UTMB, la moindre entorse de cheville, c'est un hélicoptère. Hein, quand il faut aller chercher quelqu'un en haut d'un col parce qu'il peut plus bouger, tout de suite il y a l'hélicoptère. Donc ils ont des énormes coûts par rapport à tout ce qui est médical et puis sauvetage et tout ça. Donc C'est vrai que souvent ces coûts d'inscription font polémique, mais malgré tout, pour avoir fait une des courses et surtout en fait avoir des cours de coureurs, de façon unanime, les gens saluent la qualité de l'organisation de l'UTMB par exemple. Tout le monde dit ouais, certes c'est super cher, mais par contre c'est super bien organisé et il n'y a rien à redire quoi. Ouais, et même le marathon de Paris, le semi-marathon, c'est des courses qui sont, c'est vrai, très bien organisées. Il y a beaucoup d'animation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que coureur, on a envie d'une expérience forte quand on s'inscrit à une compétition. C'est fini l'époque où on voulait juste une arche de départ, une arche d'arrivée et allez, c'était parti. Non, on veut vraiment vivre des émotions fortes. Donc on est très exigeant. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir à la suite des compétitions, par exemple le marathon de Paris, s'il manque un gobelet, si il n'y a pas eu une médaille ou un t-shirt qui n'était pas à la bonne taille, tout de suite ça part en scandale. Donc on est extrêmement exigeant parce que c'est normal, on passe beaucoup de temps à se préparer, il y a beaucoup d'attentes. Et donc, on est intransigeant sur la qualité des compétitions. Donc forcément, je pense que ça vient faire exploser la note des inscriptions. Et voilà, il faut le prendre en compte. Parce que si on prend juste rien que l'UTMB, au-delà de l'expérience en fait, hein, le départ dans le centre de Chamonix, ça donne des frissons à tout le monde. Mais le cadeau finisher, je pense qu'il est valorisé, prix de vente à peu près une centaine d'euros. Chaque ravitaillement, c'est le buffet de la gare. Hein, on peut faire un repas complet. Donc voilà, je porterai pas de jugement sur le coût, mais en tout cas, voilà, c'est très qualitatif. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, tu en parlais en introduction, Guillaume, c'est que et il faut pas se voiler la face non plus. Il faut aussi être honnête avec cet aspect-là. Le monde de la course à pied est devenu le principal marché sportif en France devant, tu le rappelais, devant le football en termes de personnes qui pratiquent et qui consomment. Du coup, l'offre faite aux runners s'est professionnalisée. Et du coup, ça engendre également des coûts de structure sur un certain nombre d'organisations de courses, notamment les plus coûteuses. C'est plus l'OMS, l'Office municipal des sports de la commune ou de l'arrondissement concerné qui organise. Pour certains, ce sont des structures professionnelles qui font de l'événementiel sportif. Il y en a un certain nombre en France et qui, du coup, aussi ont, entre guillemets, ont des boîtes à faire tourner et qui ont des coûts qui à un moment se répercutent inévitablement sur le prix du dossard, mais qu'on retrouve aussi dans la qualité de la prestation normalement qui est proposée aux coureurs et aux coureuses. C'est les deux vont ensemble. Alors on peut peut-être regretter ce passage-là, mais je pense que énormément de personnes qui critiqueraient cet aspect commercial des choses, on les remettrait dans des courses 100% bénévoles d'il y a 15-20 ans, n'accepteraient pas les conditions dans lesquelles ils seraient. Donc, il faut aussi savoir finalement ce qu'on veut concrètement, parce que des courses, on va le dire comme ça, des courses à 10 € par-ci par-là, il y en a toujours et on peut toujours les faire si vraiment on les cherche. Et quand on va sur ce type de grand événement, on sait la logistique qui est mise en place, que ce soit l'UTMB, Marathon de Paris ou les grands marathons ou les grandes classiques en France. On sait aussi quelle va être la qualité de l'organisation et ce qu'on va pouvoir en attendre. Donc voilà, je pense qu'actuellement il y a un peu tout. Donc c'est aussi à nous, en tant que consommateurs, comme on dit, de faire ses choix en fonction de nos sensibilités propres.
C'est sûr, après, c'est pas la même expérience. Moi, je vais courir des petits courses de village, un peu champêtres. C'est hyper bon enfant, j'aime bien, mais c'est pas comparable avec l'expérience que je veux vivre sur un grand marathon ou sur un semi-marathon. Et puis, de toute façon, ces courses, que ce soit le marathon de Paris ou l'UTMB, ils sont sell-out. Donc, de toute façon, il y a plus de monde qui veulent participer qu'il y a de dossards. C'est sûr qu'en économie, on sait que c'est pas forcément ça qui va tirer les prix vers le bas. Donc, il y a aussi cette logique-là. Donc, il faut faire attention parce que je pense que faut pas non plus que la compétition ce soit quelque chose qui devienne inaccessible pour les étudiants ou pour des personnes qui n'ont pas forcément les revenus nécessaires pour financer ça, parce qu'on parle quand même, c'est le deuxième poste de dépense, hein, on l'a vu tout à l'heure, le deuxième poste de dépense après les chaussures dans l'année, donc c'est quand même beaucoup. Alors là, cette année, il y a eu pas de compétition, donc on a pu se faire plaisir un peu plus sur l'équipement, sur la technologie, parce qu'on a plus de dépenses pour les inscriptions de dossards. Mais voilà, il faut être vigilant et si certains organisateurs abusent, je pense que c'est aussi important de le faire savoir et de ne pas participer si on trouve que c'est vraiment abusé. Eh bien messieurs, je pense qu'on a bien fait le tour de toutes les questions. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se poser des questions autour de l'économie de notre sport. Voilà, hein, il y a quand même pas mal d'enjeux autour de ça, donc il faut s'y intéresser, je pense. Eh bien écoutez, je vous propose maintenant qu'on passe à la rubrique Actualité, si vous êtes OK avec ça. C'est parti. Découvrez toute l'actualité running dans l'Iron Café. La rubrique actualité, chaque mois avec nos invités, on vous parle de tous les temps forts du monde de la course à pied. Grosse actu ce mois-ci puisque on a assisté dimanche au marathon de Valence et on a eu du spectacle. Alors j'espère que vous en avez profité messieurs parce que à mon avis on va pas avoir tout de suite un prochain marathon international. Donc il fallait vraiment savourer cet instant. Malheureusement on va pas avoir grand-chose dans les prochains épisodes comme matière puisque les compétitions vont se faire de plus en plus rares. Et c'est la raison pour laquelle on vous avait proposé le mois dernier, si vous vouliez qu'on change un petit peu les codes de cette rubrique pour parler plus de l'actualité produit des équipements pour les coureurs. Vous avez été nombreux à nous dire que c'est quelque chose qui vous intéressait. Et c'est vrai que voilà, vous nous envoyez beaucoup de messages pour qu'on parle des produits. Donc on va vous écouter et un peu, on va faire un petit peu particulier et on va commencer par ça. Tiens, dans cette première rubrique active, comme on est en pleine période de Noël, je vous propose qu'on échange, qu'on fasse un petit quiz sur les 5 produits les plus vendus en cette période de Noël sur le site iron.fr et vous allez voir, ça nous réserve pas mal de surprises. Est-ce que vous êtes OK pour commencer avec ça ? Eh bien, OK pour les produits alors. Eh bien, allons-y pour ce classement des produits running les plus vendus en cette période de Noël. Et je peux vous dire que la concurrence fait rage, que les équipementiers se mènent une bataille sans relâche pour être le cadeau au pied du sapin. Le mois de décembre commence à peine, hein, donc peut-être qu'il va y avoir des évolutions. En tout cas, on va suivre ce classement de très près. Et je vous propose de commencer avec la catégorie chaussures et chaussures de trail. Roulement de tambour. Eh bien, il s'agit de la Hoka One Mafat Speed. Alors, c'est pas le modèle de chaussures que je connais le mieux, mais heureusement, on a un expert parmi nous. Jérôme, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce best-seller et pourquoi c'est une chaussure qui est très demandée, hein ? Oui, très demandé. Alors peut-être dans un petit peu moins dans certaines régions, mais c'est une chaussure qui offre effectivement beaucoup de sécurité, avec une grosse accroche, une grosse semelle Vibram avec des crampons qui, dans ces périodes un peu humides, accrochent très très bien. Et notamment sur la nouvelle mouture qui vient juste d'arriver, la version 3 de la Mafat, quelque chose qui répond aux premières questions qu'on avait dans l'émission, dans un souci de durabilité, des inserts en TPU qui sont rajoutés, des œillets qui sont modifiés, parce que les marques sont quand même sérieusement à l'écoute des remontées consommateurs. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas une volonté de la marque d'obsolescence programmée sur les chaussures, parce qu'elle travaille sur le sujet. Donc la Mafat 3 répondra à ça en fait, un gros souci d'augmenter la longévité du produit. Et c'est un produit, voilà, comme beaucoup de produits de la marque Hoka, qui offre un gros amorti. Plutôt typé longue distance, mais c'est aussi la tendance en fait, hein. Comme disait Fred tout à l'heure, hein, les gens passent du 5 au 10, mais en trail on passe quasiment du 20 au 100 km, quoi.
Donc une chaussure bien robuste pour allonger la distance sur les sentiers. On va passer à la catégorie chaussures sur route. Et là, je peux déjà vous dire, messieurs, que j'ai été extrêmement surpris de voir ce modèle-là en tête des ventes sur le mois de décembre. Je m'y attendais pas du tout, vraiment. C'est une marque qu'on voyait beaucoup il y a peut-être 4-5 ans. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on la voit un petit peu moins, aussi bien en publicité que même sur les pieds des coureurs. Mais après, je suis peut-être pas la cible, donc voilà. Mais bravo à eux parce que voilà, je m'y attendais pas. Chaussures en tête du classement course sur route, la Mizuno Wave Rider. Alors c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément beaucoup. Malgré tout, voilà. De toute façon, les chiffres parlent, hein. Par contre, c'est une chaussure qui présente l'avantage d'être polyvalente. C'est une chaussure qui pour quelqu'un qui ne serait pas compétiteur haut niveau, permet aussi bien de faire une sortie fractionnée. Hein, elle est suffisamment dynamique pour faire une sortie rapide, mais offre quand même, pour un coureur d'un poids de 75 kg, suffisamment d'amorti pour faire une sortie longue. Donc pour quelqu'un qui ne veut pas avoir une paire de chaussures adaptée à chaque activité, cette chaussure-là est assez polyvalente et c'est pour ça que je pense qu'elle est assez plébiscitée par les consommateurs. Ouais, puis je rajoute que c'est un modèle, c'est un peu le modèle iconique de la marque, hein. Donc moi, ça a été ma première, je l'avoue, ça a été la Wave Rider, ça a été ma première chaussure, ma première vraie chaussure de running. Donc moi, je crois que c'était la 6 ou la 7 à l'époque. Et c'est une gamme qui est très constante. Enfin, vraiment, quelqu'un qui a eu la 16 et qui va racheter la 17, la 18, la 19. Je crois qu'on est à 23 ou 24 maintenant. Elle va retrouver ce qui a fait la qualité de la chaussure. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse base de coureurs qui sont en Wave Rider et qui le sont depuis de nombreuses années. Et moi aussi, je l'ai eu, la Wave Rider. Alors, je ne l'ai pas gardée longtemps, mais c'est une chaussure que j'avais effectivement quand j'ai commencé à courir plus sérieusement. Je m'étais dirigé vers ce modèle, mais voilà, j'étais surpris parce que c'est vrai on les voit beaucoup moins qu'avant. Et je pense qu'effectivement, ils ont certainement une clientèle qui est assez fidèle. Après, c'est dommage. J'espère qu'on va revoir un petit peu plus Mizuno parce que c'est vrai que c'est des produits assez spécialisés running et ça mérite qu'on en parle plus. Alors moi, je t'avoue que je l'ai eu aussi, comme beaucoup de monde, et j'en étais content à l'époque, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un coureur avec des Mizuno, donc je suis vraiment entre guillemets agréablement surpris pour Mizuno, hein, tant mieux pour eux, de l'annonce que tu fais sur ce produit phare pour ces vacances-là. Messieurs, je vous propose qu'on passe maintenant à la montre GPS actuellement la plus vendue en cette période de Noël. Il s'agit d'une Garmin et c'est la Garmin Fenix 5S Plus Silver. Manu, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, toi qui es spécialisé en technologie pour le coureur? Et ben là, c'est pas la dernière version, hein, c'est la version 5 Plus, donc c'est l'avant-dernière version de la Fenix. La Fenix, c'est un modèle qui est très très éprouvé, très complet. Il y a vraiment une très bonne qualité. Et puis là, c'est comme c'est le modèle d'avant, et ben là, il est à un prix défiant toute concurrence. Donc c'est pour ça, je pense qu'elle est très plébiscitée, quoi. Donc les gens assurent voilà la qualité du produit et puis le bon prix qu'on a actuellement sur ce modèle. Alors, on va rester dans la catégorie électronique avec un best-seller. Alors là j'ai l'impression que c'est un peu le cadeau rêvé pour tous les coureurs qu'on aimerait retrouver au pied du sapin. C'est un gros succès actuellement sur le site iRun. En plus, c'est pas des choses qu'on avait l'habitude de voir il y a encore 5 ans. C'était plutôt réservé à des athlètes de haut niveau et c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Il s'agit de l'électro-stimulateur Bluetemps. Alors, c'est pas forcément un modèle que je connais le plus, mais c'est pas grave. Manu va nous expliquer un petit peu à quoi ça sert un électrostimulateur et comment ça marche. Eh ben donc ça envoie vous collez des petits patchs sur vos cuisses, sur vos mollets et en fait le système va envoyer des micro-courants électriques entre les deux patchs et puis ça va permettre de stimuler le muscle et puis de mieux récupérer. Alors ce qui est extrêmement intéressant et avec le Bluetemps, c'est que en fait, il est couplé avec votre téléphone. Donc du coup, à la différence d'autres modèles où il y avait un logiciel embarqué, en fait là c'est le téléphone qui va servir d'interface et donc ça simplifie beaucoup finalement le modèle qui est juste un petit boîtier qui envoie avec une batterie qui envoie les impulsions électriques.
Et donc, c'est vraiment extrêmement facile à utiliser. Et puis, l'application sur smartphone est très didactique. C'est-à-dire que je dis, ah ben, je vais avoir, par exemple, je veux récupérer sur mes quadriceps. Et ben, donc je dis, j'ai 2 petites molettes un petit peu que je tourne en slidant sur le téléphone. Et puis je vais dire, bah voilà, je veux travailler sur mes quadriceps et puis je veux faire de la récupération après une séance. Et puis là, il va vous proposer plusieurs types de récupération active, voilà, plusieurs modèles de programmes. Et puis après, vous allez lancer. Donc c'est vraiment ça qui est très simple d'utilisation. Moi, j'avoue que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé ce qui était bien là-dedans. Et vraiment, c'est ça, c'est facile d'utilisation. Il vous explique avec des petites photos exactement où placer les patchs. Donc, c'est vraiment très simple et puis c'est assez efficace, hein. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai testé l'électrostimulation, vous faites un SMI à un très bon rythme et puis vous utilisez l'électrostimulation sur une seule de vos 2 jambes. Et puis, vous verrez le lendemain si c'est vraiment efficace. Ah, c'est Il n'y a intéressant. pas Ouais. mieux pour se faire une idée. Ah, c'est pas bête comme protocole pour savoir si ça fonctionne bien ou pas. Moi, c'est ce qui m'a manqué, je pense, pendant ma prépa marathon, c'est voilà un appareil de récupération. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'avec Fred, on va traiter dans un épisode du podcast un sujet spécial sur la récupération du coureur. Et on va évoquer, notamment, entre autres, hein, pas que ça, mais on va en parler, du matériel électronique qui peut nous aider à optimiser notre récupération. On va vous dire ce qui est efficace, ce qui marche moins bien, parce qu'il y a un petit peu aussi à boire et à manger dans tout ça. Donc, restez à l'écoute. On va rester dans la catégorie électronique puisque c'est comme ça. Le matériel électronique, ça truste les classements des ventes de produits pour les runners. On est de plus en plus geek, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et là, il s'agit du casque Aftershock, le casque extra-auriculaire. Ça fait longtemps hein, déjà que c'est un best-seller, mais voilà, pour les fêtes, c'est vraiment aussi un cadeau parfait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Jérôme, sur ce casque? Ah oui, ouais, c'est des très grosses ventes en fait, parce que c'est un casque qui n'est pas intra-auriculaire et qui marche par conduction osseuse. Donc c'est un casque qui il va pas se positionner dans l'oreille, mais juste à l'extérieur. Ce qui permet en fait, notamment quand on est en ville, de pouvoir écouter de la musique avec un son d'une qualité plus que correcte, mais également en fait de ne pas être imperméable au bruit extérieur. On reste connecté avec son environnement et que ce soit en course à pied ou en vélo, encore plus en vélo peut-être avec les voitures qui peuvent circuler à droite à gauche. Donc voilà, une qualité de son qui est très performante et voilà, cette capacité à être aussi réceptif à ce qui se passe à côté et un prix qui est très abordable. Donc voilà, c'est 3 arguments qui font que ce sont des très très grosses ventes. Ouais. Merci Jérôme pour tes explications. Voilà pour ce top 5. Alors évidemment, hein, on en est qu'au tout début des fêtes de fin d'année. Ce classement a été aussi très marqué par le Black Friday et ça risque d'évoluer dans les prochains jours, voire que ça risque d'être même complètement différent. Si vous voulez d'ailleurs qu'on vous tienne informé sur les best-sellers des ventes, si c'est des choses qui vous intéressent, dites-le nous en commentaire sur nos réseaux sociaux. Comme ça, on pourra réitérer ce genre de petit quiz si le sujet vous intéresse. Messieurs, je vous propose qu'on passe maintenant à ce qui a été l'événement running de cette fin d'année, le semi et le marathon de Valence. Alors, c'était la première fois dans l'histoire du marathon qu'on avait une telle densité de coureurs, un tel niveau de performance sur une seule course. 30 coureurs ont fini sous les 2h10, c'est assez incroyable. Je vous propose qu'on commence par parler du semi-marathon, puisqu'on a eu un record du monde sur la distance. Fred, je ne sais pas si tu te souviens, mais lors du premier Iron Café, je te demandais si tu pensais qu'on allait passer la barrière symbolique des 58 minutes sur semi. Tu m'avais dit que oui, ça allait arriver. Alors je t'avoue que moi je trouvais ça quand même assez dingue, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Est-ce que tu es surpris par un tel niveau de performance? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, surpris non, parce que je t'avais dit que tôt ou tard, je pense qu'on y arriverait, sachant qu'en plus, le record du monde en 58,01, j'y étais, c'était à Copenhague, et les conditions n'étaient quand même pas optimales, parce qu'il faisait assez frais, il y avait énormément de vent. Donc à l'époque, sincèrement, il aurait déjà dû être en moins de 58. Ce qui est plus surprenant, c'est l'ampleur. C'est l'ampleur, voilà, quasiment 30 secondes.
Parce qu'on passe de 58,01 à 57,32. C'est assez énorme. C'est plus ça. Et il y a, si je dis pas de bêtises, 4 athlètes qui passent sous l'ancienne marque du record du monde. Valence est réputé pour être ultra favorable à la performance parce que parcours très plat, les conditions elles sont super, hein. Il fait meilleur au mois de décembre à Valence qu'au mois de septembre à Copenhague par exemple. Donc on peut dire que tout était réuni, il y avait une densité assez folle, mais tant sur le semi que sur le marathon, c'est une des courses, ce sont des courses qu'on réunit le plus de densité à ce jour-là. Donc voilà, ça peut favoriser. Mais voilà, j'aurais pas pensé que ça serait une telle claque, mais dans l'absolu, il y a plus grand chose de surprenant. Donc voilà, que ça passe sous les 58, en tout cas, c'est pas une surprise pour moi. Alors, pas de Français présents sur la distance du semi-marathon. Néanmoins, on peut noter la participation de Julien Vanders qui redescend sous les 1 heure, mais à 40 secondes quand même de son record personnel. C'est quand même une très belle performance. Il a changé d'entraîneur. Maintenant, je crois qu'il est entraîné par l'entraîneur italien Canova. Renato Canova, oui, il a annoncé ça cette semaine, donc je pense qu'en fait, la collaboration débute juste, donc c'est pas sur ce SMI qu'on pourra juger entre guillemets, hein, les apports du travail que Julien va pouvoir faire avec Canova. Mais voilà, en tout cas, ça le remet sur les moins de 1 heure, sur des chronos, voilà, même s'il reste loin de son record d'Europe, sur des chronos qui le relancent dans une dynamique, parce que il l'avouait lui-même, les dernières sorties étaient pas satisfaisantes. Donc je pense que c'est plus au printemps qu'on pourra déjà avoir des indications sur ce qui peut changer dans sa manière de s'entraîner et les résultats que ça apporte. Julien Vanders, qu'on avait d'ailleurs interviewé dans ce podcast. N'hésitez pas à aller écouter ou réécouter cet épisode. Passons maintenant au marathon. Alors, on nous avait promis du spectacle et je pense qu'on a été servi. C'est le Kenyan Evan Chebet qui remporte la victoire à l'issue d'un mano-mano avec son compatriote. Fred, j'ai l'impression qu'il y a une grosse relève sur marathon, qui était une distance quand même qui était pendant très longtemps préemptée par le grand Kipchoge. Est-ce que tu penses qu'il a du souci à se faire et qu'il y a de plus en plus de concurrence et que ça va être compliqué pour lui dans les années à venir? Alors, il a encore un peu de marge, hein, parce que là, le chrono qui est signé aujourd'hui est un très gros chrono. C'est la 7e perf mondiale de tous les temps, donc c'est pas rien. On a eu une multiplication ces dernières années d'un certain nombre d'athlètes sous les 2h05 et en 2h03. On en a bien une quinzaine. Après, l'autre étape, ça va être de passer sous les 2h03, et là, on voit qu'on a beaucoup moins de candidats. Donc aller tutoyer les 2h01. De toute façon, il n'y en a que 2 qui sont descendus sous les 2h02. C'est Kipchoge et Bekele. Donc voilà, il a encore une petite marge d'avance quand même. Bon, on va suivre de ça de très près parce qu'il risque d'avoir de beaux duels en perspective dans les années à venir et de la bagarre. Il y en a eu, et notamment chez les Français. On avait 4 représentants tricolores, Mehdi Frère, Hassan Chadi, Nicolas Navarro et Florian Carvalho. C'est Mehdi Frère qui s'impose en 2h08,55. Énorme performance, surtout qu'il explose sa précédente marque qui était de 2h14 sur ce même marathon de Valence. Il a déclaré récemment dans une interview avoir changé beaucoup de choses dans son entraînement. Alors je ne sais pas s'il est allé s'entraîner sur la planète Namek, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ça a porté ses fruits. Fred, est-ce que tu t'attendais à voir un Mehdi Frère aussi fort aujourd'hui sous les 2h09? Alors, est-ce que je pouvais prévoir une telle perf de sa part? Sincèrement non, mais plus parce que voilà, même s'il publie tout ce qu'il fait, je vais être franc, je suis pas dans le détail tout ce qu'il fait. Il avait annoncé de 8, donc il a eu l'audace d'affirmer pourquoi il allait à Valence et il a tenu. C'était quand même la grosse cote, hein. Moi, j'avais misé, très honnêtement, j'avais misé sur Hassan, premier français. Voilà. Alors, faites pas appel à moi si vous avez des paris en ligne à faire, parce que vous voyez que c'est pas forcément là où j'excelle. C'est la grosse cote. Inévitablement, avec un tel chrono, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Français en moins de 2h09. Il s'affirme comme le leader de la distance. Il a que 24 ans. Il est quand même relativement plus jeune que les autres. C'est sa première vraie sortie, on va dire, parce qu'il avait fait Valence l'an dernier en 2h14, mais il semblait s'entraîner différemment, notamment avec un volume très différent. Là, il a indiqué sur les réseaux que même s'il avait encore des contacts avec son entraîneur historique Thierry Chauffin,
globalement, il s'entraînait plutôt seul, il construisait lui-même ses plans et qu'il était passé en gros de 70-80 km à 160-180 km par semaine, avec des semaines à 200 et plus. Donc, une surprise, c'est une surprise, oui, dans le sens où, entre guillemets, bonne surprise, que voilà, il l'avait annoncé et il est au rendez-vous. Alors non seulement il est au rendez-vous, mais je pense qu'on peut dire aussi qu'il a une marge de progression, puisqu'il est parti sur des allures un peu folles, il faut le reconnaître. Je crois qu'il est passé au semi-marathon en 1h03 10, donc sur une arrivée estimée autour des 2h06-20. Il est parti très très vite et il a un petit peu ralenti sur la dernière partie de marathon. On peut penser qu'avec une meilleure gestion de course, avec un petit peu plus d'expérience, il va pouvoir optimiser ce créneau-là, donc il a encore une marge de progression. Un peu surpris, moi, de Hassan Chadi, qui a voulu suivre Mehdi Frère sur ces allures-là, qui semblent en tout cas déraisonnables pour l'instant. C'est vrai que Hassan Chadi, il a quand même plus d'expérience sur la distance que Mehdi Frère, donc j'ai été surpris de le voir commettre, je vais pas dire cette erreur, mais en tout cas ce regain de confiance qu'il a peut-être payé cher sur la dernière partie de course. Et à contrario, on peut saluer la très bonne gestion de course en bon père de famille de Nicolas Navarro et de Florian Carvalho, qui ont vraiment maîtrisé de bout en bout la distance. Alors, pour Hassan, je dirais ça dépend de. On sait qu'il a changé d'entraîneur. Enfin, en tout cas, il s'entraîne seul désormais. Et puis avec Jean-Claude Volmer, donc on ne sait pas exactement ce qu'il a changé dans sa manière de s'entraîner. Donc peut-être qu'il se sentait vraiment en jambes et prêt à faire le coup d'éclat. Et quand vous êtes dans une course comme ça où on annonçait quand même un gros duel entre les Français qui devait mener à la perf, voilà, s'il sentait les jambes, même avec son expérience, il a voulu tenter le coup. Globalement, au final, il met 40 secondes à son record, hein. C'est un RP, donc on ne pourra pas dire que c'est une stratégie qui n'a pas été payante. Concernant Nicolas Navarro, moi j'ai lu qu'il il a fait un petit report sur les réseaux. En fait, apparemment, il a eu des problèmes gastriques dès le 20e kilomètre. Il a même dû s'arrêter au 34e kilomètre. Et puis après, il le dit très subtilement, il a fait une dinise sur la fin de course. Donc on peut supposer que sans ces petits problèmes, peut-être il aurait pu aller tutoyer Mehdi. Voilà, et puis voilà, Florian Carvalho confirme le fait qu'il a très bien suggéré le passage du 1500 du demi-fond court au fond sur la route. Voilà, c'est vraiment des chronos qui sont impressionnants de la part de nos Français, qui donnent une densité très intéressante, parce que comme tu le disais, il y a d'autres athlètes français qui n'étaient pas présents et qui ont des chronos qui sont dans ces eaux-là. Et voilà, ça nous fait entre 4 et 6 athlètes français de très haut niveau sur marathon. Alors là, c'est sûr qu'il y a une énorme densité chez les Français au marathon, et tant mieux, ça fait plaisir. Par contre, ça pose des questions sur la sélection de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Là, j'ai quand même le sentiment que ça rabat les cartes. Je vois mal comment on peut ne pas envoyer Mehdi Frère à Tokyo avec la performance qu'il a sur marathon et surtout la marge de progression qu'il a encore. Il n'y a pas un petit peu d'ambiguïté quand même autour de cette sélection française? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Fred? Alors logiquement, il n'y a pas d'ambiguïté, puisque la date de temps qualificatif avait été arrêtée et elle avait été faite par 4 athlètes, donc Morad Amdouni, Hassan Chadi, Nicolas Navarro et Benjamin Choquer. Benjamin Choquer étant remplaçant, puisque la Fédé a décidé d'envoyer 3 athlètes sur marathon. Et logiquement, ce marathon est hors période qualificative. Donc, logiquement, Hassan Chadi ou même Florian Carvalho, qui du coup au bilan passerait devant Benjamin Choquer, ne sont pas sélectionnables pour les JO de Tokyo. Alors, il y a un peu un imbroglio juridique sur cet aspect-là. Mais logiquement, la sélection ne devrait pas changer. Mais après, le DTN a la main aussi un moment pour refaire les règles. Mais si on repêchait a posteriori maintenant, par exemple en disant oui, Mehdi Frère a finalement le meilleur bilan sur la dernière année écoulée, ça poserait peut-être un problème de recours, notamment juridique et sportif, pour les athlètes. Et là, je pense par exemple à Benjamin Choquer, qui du coup serait même plus remplaçant, qui n'a pas eu l'occasion, lui, entre guillemets, de défendre ses chances, puisque le marathon était annoncé comme non qualificatif pour Tokyo. Donc ça, c'était la règle avant la course. Donc
Normalement, elle devrait pas changer, malheureusement pour mes 10 frères. Mais après, voilà, c'est peut-être que d'autres choses vont être faites et que parce qu'il est notamment prévu par la Fédé un 30 kilomètres au printemps pour juger de l'état de forme des athlètes, savoir s'ils sont toujours sur l'état de forme qui leur avait permis de faire les minima. Est-ce que du coup, dans ce test, ils vont inviter notamment mes 10 frères et Florian Carvalho, qui ne sont logiquement pas sélectionnables, mais qui ont des temps qui leur permettraient maintenant d'y aller? Ça, c'est la question. On vient d'avoir l'élection à la Fédé, donc le président Giraud a été réélu. Est-ce qu'il va garder le même DTN ou est-ce qu'il va changer? Est-ce que du coup, il va y avoir des changements sur les sélections? Ça, ces réponses-là, on devrait les avoir dans les semaines qui viennent. Bon, affaire à suivre. En tout cas, on vous tiendra informé sur les suites de cette sélection. Manu, j'imagine qu'en fin connaisseur et expert de l'équipement sportif, tu as dû regarder avec un œil particulier ce marathon de Valence. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, tes premières impressions? Eh ben, moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout le retour d'Adidas au premier plan. Alors, effectivement, on parlait de l'avantage de Nike avec les Vaporfly et toute la gamme qui va avec. Là, effectivement, Adidas s'empare du record sur semi et puis gagne aussi le marathon chez les hommes. Donc, c'est bien parce que je pense qu'on enlève la suspicion qu'il y avait, puisqu'il n'y a toujours pas d'études officielles sur les apports de cette technologie. On enlève ça et puis finalement les et Nike maintenant sont à peu près au même niveau. Alors, vu les derniers résultats, je dirais petit avantage à Adidas, puisque sur les 2 podiums du SMI, par exemple, il y a 4 Adidas sur les 6 chez hommes et femmes. J'ai pas encore eu le temps de faire sur le marathon. Mais voilà, donc petit avantage peut-être à Adidas, qui ont une technologie qui est un petit peu différente. Nike, c'est vraiment une plaque complète, tandis que la Adios Pro d'Adidas, c'est pas vraiment une plaque, c'est un espèce de peigne assez large avec, à l'image des pieds, je crois qu'il y a 5 dents sur le peigne, et donc peut-être que ça apporte peut-être un peu plus, à voir. Ah, est-ce qu'on n'assisterait pas à la fin de la surdomination de Nike sur les chaussures à plaques de carbone? J'ai remarqué aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention, messieurs, mais chez les athlètes élites, ils n'étaient pas avec les dernières chaussures haute performance de chez Nike, la Zoom Alphafly Next %, mais ils couraient pour la plupart avec les anciens modèles, la Zoom X Vaporfly Next %. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un rabattage des cartes aussi du côté de chez les équipementiers? Mais ce que tu dis, Guillaume, c'est vrai, c'est assez surprenant parce que l'Alpha Fly, finalement, qui est une évolution de la Next, de la Vaporfly Next, est très, très peu portée. Même à Londres, seul parmi les athlètes Nike, il n'y avait que Kipchoge qui la portait, très concrètement. Tous les autres restaient en Vaporfly Next. Donc, ça sera intéressant de comprendre pourquoi, parce que dans notre esprit, on suppose quand même que même s'il ne s'agit pas que l'Alpha Fly n'est pas celle avec les 3 plaques de carbone, c'est quand même une version améliorée de la Vaporfly. Donc, questionnement autour de ça. Alors, la différence qu'il y a, c'est il y a des petits inserts d'air là, des petits inserts zoom qui sont sous le médio-pied. Donc, peut-être que ça réussit à Kipchoge, mais peut-être que les autres athlètes ont un peu plus de mal avec cette semelle. Oui, parce que tu as une semelle, en fait, là je parle de semelle de contact avec le sol, qui est un peu coupée en deux, en fait. Effectivement, ouais. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on aura l'occasion de revenir dans une émission sur les chaussures à plaques de carbone pour un peu comprendre le gain ou pas que ces types de technologies peuvent apporter à des coureurs aussi bien élites que des coureurs amateurs. Pour l'instant, les études sont en cours. Alors, on entend beaucoup de choses autour des gains supposés de ces chaussures-là, mais ça reste des opinions, ça reste des feedbacks, des ressentis. Les études sont encore en cours et donc, voilà, il faut attendre un petit peu. Nous, on a pris le parti en tout cas de prendre le temps d'observer et de traiter ce sujet-là avec du recul, même si vous êtes beaucoup à nous demander un sujet sur cette question-là. On va avoir le recul nécessaire, donc restez à l'écoute. On vous en reparlera très bientôt. Messieurs, en tout cas, merci infiniment d'avoir été disponibles pour cet épisode. Ça a été un plaisir. Et puis, Manu, tu es la bienvenue dans une prochaine émission. Et Fred, je te dis à lundi prochain. Bon, à bientôt les amis. À bientôt.
Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.